ça. Vous pensez qu'il est victime de son nom, en quelque sorte? Bien sûr. C'est une victime pour vous, Roman Polanski? Bien sûr. Ce serait pas Roman Polanski, on lui ficherait la paix. Se mettre en scène quasiment dans les pas de Dreyfus pour s'attribuer le rôle de victime, pour être clair, simple et précis, et tout simplement odieux. En 1975, après un shooting photo, Polanski a drogué et violé. En 1975, 1975. D'accord, alors le viol de Samantha Gamer, il a eu lieu en 1977, en mars pour être précis. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder ensemble la polémique, le débat qui fait rage au sujet du César, du meilleur réalisateur que Roman Polanski a reçu lors de la 45e cérémonie des César. Alors, ce débat oppose les gens qui soutiennent Polanski, les gens qui estiment que c'est un scandale qu'il ait reçu ce César, et après avoir consacré sur mon site un article à cette fameuse question de peut-on séparer l'œuvre et l'artiste, ainsi de suite, je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui répertoriait un certain nombre de commentaires ineptes, et vous sentez à la manière dont j'en parle que ça m'enthousiasmait pas tant que ça, parce que ça revient finalement, même si c'est pour l'analyser, à mettre en lumière de la médiocrité intellectuelle, un manque de rigueur, etc. Et non seulement je trouve pas que ça fait un contenu très qualitatif, mais en plus, j'ai vite eu l'impression que j'allais tirer sur des ambulances. J'ai commencé à hésiter et à me dire que c'était pas le bon angle. J'avais vraiment pas envie de faire ce genre de vidéo. Et après plusieurs jours de réflexion, j'ai enfin trouvé ce que je trouvais pertinent de vous proposer. En effet, que ce soit pour préparer mon article ou pour préparer les premières versions de cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches. Alors, je ne vais pas vous proposer une énumération de sources, je vais vous proposer de vous montrer comment j'ai travaillé. En fait, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est comment j'ai procédé pour trouver des informations sur l'affaire Polanski. Je me concentre sur l'affaire de 1977, qui est déjà extrêmement riche parce qu'elle est très documentée et parce qu'en même temps, au milieu de tout ce qui est factuel, qui est vérifié, attesté, reconnu, il y a des zones d'ombre. Donc c'est un vrai exemple de défi consistant à démêler le vrai et le faux. Alors dans ce type de recherche, qu'est-ce que je fais? Quand je fais une vidéo qui aborde comme ça une polémique, un petit peu politique, ou qui aborde l'actualité et que c'est pas un sujet qui a un lien avec des lectures que je fais en matière de psychologie, mon réflexe, évidemment, c'est de me ruer sur un moteur de recherche. Souvent, j'utilise Google, et quand je veux aller un petit peu plus loin, quand je suis pas content des sources, quand je n'arrive pas à trouver de résultats du tout, hein, ça arrive sur certaines requêtes que Google ne me propose rien qui ait quoi que ce soit à voir avec ce que je cherche, je vais aller sur le moteur de recherche Qwant. Mais je plaide coupable, je devrais me servir de Qwant un peu plus souvent. Donc, mon premier réflexe, c'est de taper quelques mots-clés. Par exemple, Roman Polanski viol ou Polanski Samantha Gamer. À partir de là, je vais avoir deux types de résultats. En général, des articles journalistiques et, selon les cas, des pages Wikipédia. Même s'il n'y a pas de résultat Wikipédia qui m'est suggéré, je vais de toute façon aller faire une recherche dans l'encyclopédie libre en ligne. Et donc, je vais taper Roman Polanski dans Wikipédia. Quand on tape Roman Polanski, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit. C'est qu'en fait, on constate qu'il y a deux articles Wikipédia consacrés au réalisateur. Il y a sa page générique, si je puis dire, et il y a une page dédiée à ce qui est nommé l'affaire Roman Polanski. Donc, je vais ouvrir les deux pages et je vais les parcourir. Évidemment, je vais privilégier la page qui est centrée sur l'affaire, mais je vais aussi comparer avec la manière dont la page principale traite l'affaire, parce qu'il y a un paragraphe consacré à cette affaire. Et si je remarque des différences majeures entre les deux versions, je me dis qu'il y a un problème. L'autre chose que je vais faire, c'est vérifier les sources des pages. Si je prends le cas de la page consacrée à proprement parler à l'affaire de 77, je vois dans les sources qu'il y a pas mal de choses qui sont en fait des articles journalistiques. Alors, quand je veux approfondir une affirmation de Wikipédia, je vais cliquer sur la source. Problème, par exemple, là, je vous mets un article qui est en lien, c'est un article du Monde, et en fait, déjà, je vois que c'est un truc très court parce qu'on m'a dit qu'un temps de lecture de 3 minutes, mais surtout, c'est un article réservé aux abonnés. Bon, moi, je suis pas abonné au journal Le Monde, je ne peux pas consulter l'article. Donc, je vais voir d'autres sources, et au bout d'un moment de guerre lasse, je me dis, mais attends, il y a une version anglaise de cette page.
Je vais consulter les pages anglaises. Donc pareil, hein, la page générale sur Roman Polanski et la page consacrée précisément au viol de Samantha Gamer. Et là, qu'est-ce que je vois notamment dans les sources? Alors je vois des choses qui mentionnent le documentaire Roman Polanski, Wanted and Desire. J'ai pas forcément le temps d'aller regarder un documentaire d'1h30 pour préparer cette vidéo, mais je constate aussi qu'on me propose une histoire de cour d'appel de Californie sur un site qui s'appelle Find Law. Alors je ne connais pas ce site du tout, je me dis ok, c'est peut-être l'équivalent de Psychology Today, mais pour les avocats, voilà, c'est peut-être une espèce de revue professionnelle en ligne. Je clique sans savoir exactement à quoi m'attendre, et là je découvre que le site qui propose ce qu'on appellerait en français des jurisprudences, hein, le titre anglais c'est Case Law, et je vois que le site propose des jugements, et en fait que le verdict de la cour d'appel est disponible en intégralité. Et si vous prenez le texte et que vous le copiez-collez dans votre traitement de texte, ça fera 37 pages. Alors vous pourriez évidemment vous dire qu'une décision de justice de 37 pages en anglais, sachant que ça va être un anglais un peu technique parce que justement c'est du vocabulaire juridique, c'est un truc super rébarbatif. Et en fait, déjà, je vous rassure, c'est pas aussi rébarbatif que ça se lit assez facilement, ça demande un peu de concentration par contre, et surtout, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut lire les 37 pages. Ce serait sans doute un argument ad nauseam de ma part, un peu comme vous dire que pour critiquer Karl Marx, il faut avoir lu tous les volumes du Capital en je ne sais plus combien de milliers de pages, ce qui n'est évidemment pas ma position. En vérité, vous pouvez lire la première dizaine de pages, les 11 premières pour être précis. Alors, quand je dis 11 pages, c'est lorsque vous mettez le document dans un fichier Word, hein, sur la page internet, c'est pas découpé en pages, hein, voilà. Mais en gros, vous pouvez lire tout ce qui précède la partie qui s'appelle Discussion, parce que cette partie récapitule les événements de 77, de 78, et tient aussi compte des révélations qui ont été faites par certains protagonistes dans le documentaire Wanted and Desire. Par exemple, David Wells, qui devait être le procureur de l'affaire, mais qui en a été dessaisi. Alors, je suis pas sûr que le mot dessaisi, d'ailleurs, soit le plus rigoureux, hein, mais en gros, qui n'a pas traité l'affaire finalement, parce que on considérait qu'il avait pu échanger avec Polanski et que donc, en fait, il passait plutôt sous un statut de témoin, enfin bon, voilà. Mais en gros, David Wells explique qu'il est resté proche du dossier parce qu'il aurait, ce sont ses mots, il aurait conseillé le juge Rittenband sur la marche à suivre parce que le juge Rittenband ne connaissait rien en droit pénal et s'y connaissait plus en droit civil, etc. Bon, ces affirmations n'engagent que lui, mais ce qui est le plus succulent, c'est que après la sortie de deux commentaires, David Wells s'est rétracté. Et ça, comment on le sait? On le sait en allant voir la page Wikipédia anglaise consacrée au documentaire Wanted and Desired. Donc vous voyez en fait, en remontant les sources, en commençant par le Wikipédia français, puis en switchant sur le Wikipédia anglais, puis en allant vérifier les sources du Wikipédia anglais, je suis tombé sur ce document, j'allais dire exceptionnel, je veux dire, c'est pas un truc secret, hein, tout le monde peut aller le voir, il est en libre accès, mais je n'ai jamais vu personne citer ce document, je n'ai jamais vu personne mentionner le verdict de la cour d'appel et expliquer qu'on avait un super récapitulatif des événements de 77 et 78. Donc on tombe sur ce document, et en cherchant un supplément d'information, je suis retourné voir la page Wikipédia consacrée à Wanted and Desired, que je ne comptais pas consulter à la base, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps, en tout cas j'avais pas l'envie d'aller me procurer ce documentaire pour le regarder, etc. Donc je me suis dit, ok, sans aller jusqu'à consulter le documentaire, je peux peut-être regarder ce qu'il en est dit sur Wikipédia, puisque justement c'est un truc qui porte sur une polémique, donc il y aura peut-être des éléments par rapport à l'affaire, et on pourra à nouveau recouper les sources. Et je tombe donc sur les déclarations de David Wells, qui s'est rétracté, et qui a dit que en fait, il n'était pas au courant que le documentaire serait diffusé sur le sol états-unien, donc du coup, en fait, il a donné une version des faits qui lui paraissait proposer une histoire plus sympa, enfin, voilà, c'était plus catchy de dire ce qu'il a dit. Alors, libre à vous de vous dire qu'il a menti en se rétractant, ou qu'il a menti dans le documentaire. Malheureusement, à partir du moment où lui-même donne deux versions des faits, il a forcément menti au moins une fois. Vous pouvez voir qu'avec un ordinateur, une connexion internet et une maîtrise suffisante de la langue anglaise, vous pouvez remonter jusqu'au document qui est sans doute la source la plus officielle et la plus complète au sujet de l'affaire de 1977, y compris au niveau de ces zones d'ombre, au niveau de la procédure judiciaire. Si vous lisez
ce document, si vous lisez les 11 premières pages du verdict de la Cour d'appel de Californie, alors vous en saurez plus sur cette affaire que 99,99% des gens qui la commentent. J'espère avoir atteint mon objectif de faire un contenu qui soit utile et qui tire les gens vers le haut, qui tire le niveau de réflexion vers le haut. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, soyez les bienvenus, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, peut-être que vous pouvez cliquer sur la cloche. C'est la première fois que je le propose en 200 vidéos, mais j'ai eu des retours comme quoi ma dernière vidéo n'avait pas été mis en avant auprès de gens qui sont pourtant abonnés à ma chaîne. Donc peut-être que il faut cliquer la cloche. Je ne sais pas, moi j'ai jamais activé la cloche sur aucune des chaînes que je suis à titre personnel. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.